zaidi vya Oko Jontado. She's so wonderful, she's so wonderful, she's so wonderful. She's so wonderful, wonderful, she's so wonderful. She got me higher, I'm willing to fire. I'm ready for tire, so let me know. Hey my bandam, muntu dami kono meda do bandam. Meda ida bani safni ni lamdam. Mimi so mi yimay goro nangam. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. Tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole, si je puis dire, du fait. Il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard. Mais si on le perd de vue, on explique l'évolution à rebours que vous disiez, et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants. C'est donc le seul intérêt que présente cette thèse, c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle, au processus réel d'hominisation. Donc, elle est conforme à la science. Et prendre le contre-pied, c'est donc prendre le contre-pied de la science. C'est voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique. Vous voyez donc au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues. Ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée. L'homme de l'Orignacien avait inventé une industrie justement. Le Grimaldien, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il a inventé une industrie qu'on appelle l'industrie aurignacienne. C'est ainsi qu'on l'a caractérisé une fois qu'il est arrivé en France. Mais cet homme est entré en Europe avec son industrie bien constituée. L'industrie aurignacienne, dont cet homme est responsable, n'est pas née en Europe. Elle a été inventée de l'extérieur. Et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'était le sommet du progrès. C'était au moment où l'homme devait affronter la nature, une nature quasi vierge, n'est-ce pas, pour la dompter. Et dans ces conditions-là, qui étaient des conditions extrêmement dures que l'imagination peut à peine aujourd'hui reproduire, les hommes, à cette époque-là, c'est l'Afrique qui a porté aux autres continents. Et nous sortons de la préhistoire et nous entrons dans la période historique proprement dite. Je passe très vite. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler, qui, ayant duré 100 000 ans, s'étend par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Vous voyez. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement. L'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, a évolué selon un rythme relativement normal. Et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre, la première dans la période historique, et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3300, nous avons des documents écrits, nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. En moins 4236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel, qui est l'étoile la plus brillante du ciel,
l'étoile Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens, en moins 4236, avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le Soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis, tous les 1460 ans. Et c'était la base de leur calendrier. Donc c'était un repère chronologique absolu, pour ainsi dire. Imaginez le Soleil, un phénomène aussi fugace, le Soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. Et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous mettez sous la même latitude pour regarder le Soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de 4 ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4236, les Égyptiens connaissaient l'année bissextile et pouvaient très bien, tous les 4 ans, ajouter au calendrier de 365 jours en quart, donc tous les 4 ans, ajouter un jour pour créer une année bissextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les 4 ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les Égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. C'est donc, et nous connaissons, les levées héliaques, n'est-ce pas, qui jalonnent l'histoire égyptienne. Donc, ceci pour montrer que l'Égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises. Et sur ce point, l'unanimité est presque faite pour tous les spécialistes. On sait que l'Égyptien connaissait une méthode de détermination des phases de la Lune qui n'avait rien à voir avec les méthodes qui seront inventées ultérieurement. Et tandis que l'Égyptien avait ainsi maîtrisé dès la plus ancienne époque les mouvements du ciel, en Mésopotamie, les observations étaient extrêmement nombreuses, mais la Mésopotamie n'a jamais réussi, quoi qu'on ait dit sur l'astronomie mésopotamienne. Il aurait été plus correct de parler de l'astrologie mésopotamienne. Bien que des observations nombreuses aient été faites et des observations pertinentes, la Mésopotamie n'a jamais pu avoir un calendrier régulier ou digne de ce nom. Vous savez qu'en Mésopotamie, il y a eu les éphémérides et que presque jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne, le roi ajoutait, quand l'année, n'est-ce pas, quand l'écart était très grand, de temps en temps, on ajoutait un 13e ou un 14e mois. Et on a été obligé, vers la basse époque, d'inventer les éphémérides pour essayer de voir les périodes de levée, les dates de levée, par exemple, d'apparition de la Lune. Dans le domaine proprement scientifique, c'est également déjà sous l'Ancien Empire, en tout cas sous Djoser, en 2778 déjà, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie, comme l'algèbre ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la 3e dynastie. Je vous montrerai tout à l'heure le pharaon de cette époque, qui a justement un type africain affirmé, et c'est sous ce pharaon que vivait le grand savant polyvalent que les Grecs avaient divinisé et qui s'appelle Imhotep.
Et on pense que Imhotep était à l'origine de la plupart des inventions du temps de Djoser. C'est de cette époque également que date la pierre de taille, l'architecture en pierre de taille. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rind, où le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les Égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudoxe et bien d'autres. Et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind. Donc je ne vous en parlerai pas deux fois. Mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'Égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie, a fait de la théorie. C'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque, encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouverez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Phérécyde, et dans laquelle il disait à Phérécyde, si toutefois cette lettre était authentique, qu'il n'aimait pas écrire, et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërce, où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Vous voyez. Donc, la mathématique égyptienne, dans le papyrus de Moscou, révèle deux problèmes. Le problème contient deux problèmes, parmi d'autres. Un problème sur le tronc, le volume, le calcul du volume du tronc de pyramide. Pour calculer le volume du tronc de pyramide, vous savez que c'est égal à 1/3 de H, facteur de A2 plus AB plus B2, A et B étant, si vous voulez, les côtés des carrés du sommet et de la base. Donc, vous avez là une expression analytique à laquelle il est impossible, n'est-ce pas, d'accéder par pur empirisme. Il n'est pas possible d'atteindre une telle expression analytique par des considérations empiriques. La preuve, la géométrie mésopotamienne, qui est une géométrie inexacte et qui est une géométrie empirique, a donné du volume du tronc de pyramide une formule qui n'est pas approximative mais qui est grossièrement fausse. Par exemple, la mathématique mésopotamienne donne le volume V égale H sur 2 et non pas sur 3, facteur de A2 plus B2 et le terme AB est oublié. Donc c'est une formule qui est tout simplement inexacte. Et voilà l'exemple d'une mathématique empirique. Et il en est de même, le même papyrus contient le problème, donc un autre problème, qui est l'exercice numéro 10, qui porte sur le volume de la sphère. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés aux mathématiques, les mathématiciens qui sont dans la salle, savent
combien il est difficile d'étudier les surfaces courbes, et ils savent surtout qu'on ne peut pas donner la formule rigoureuse de la surface de la sphère, comme les Égyptiens l'ont fait dans l'exercice numéro 10 du papyrus de Moscou, c'est-à-dire donc 4πr2, qui est la formule moderne, de même que la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour le tronc du volume de pyramide correspond à la formule moderne. Eh bien, vous savez bien qu'une telle formule, on ne peut pas y accéder, justement, par des voies empiriques. Rien que ces deux exemples montrent donc le côté hautement théorique de la mathématique égyptienne. Et n'oubliez pas, justement, ce que contient l'épitaphe d'Archimède, qui passe pour être le plus grand mathématicien grec de l'Antiquité. Archimède, parmi toutes les découvertes qu'il avait faites, considérait précisément que la plus belle de toutes, c'était la surface de la sphère, avec le cylindre exscrit. Et c'est la raison pour laquelle il avait choisi cette figure comme épitaphe. Et quand Cicéron a trouvé son tombeau, sa tombe en Sicile, en Syracuse, eh bien, il a été guidé par cette figure qu'on a retrouvée, précisément, sur la dalle. Et c'est comme ça qu'on a identifié le tombeau d'Archimède. Eh bien, cette figure, les Égyptiens l'avaient tracée tout simplement 2000 ans avant la naissance d'Archimède. Et c'est ce que prouve aujourd'hui la recherche historique sur la base strictement des documents dont l'humanité dispose. Et ce que je vous dis là, bien d'autres théoriciens le savent et le disent également aussi. Il y a des chercheurs de bonne foi répartis dans le monde qui reconnaissent ces faits, mais ces faits ne sortent pas des laboratoires. Donc le sens un peu de cette conférence, c'est aussi de vous mettre au courant de tout ce qui est acquis depuis longtemps, mais qui, faute de vulgarisation, reste justement dans les bibliothèques. Il en est de même de l'arithmétique égyptienne. Les Égyptiens avaient inventé ce que nous pourrions considérer aujourd'hui dans nos calculs comme une table de logarithmes, c'est-à-dire une décomposition des fractions.